Mais où là où y est? J'arrive. Où j'ai là? Avec Air Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec Air Location, nous caillons tout partout. Et donc, je suis très heureux que le ministre d'État, ministre des Outre-mer, ait pu nous accueillir. Vous savez que ça a été pour nous une orientation extrêmement forte de la composition du gouvernement, que les Outre-mer deviennent un ministère d'État avec la place éminente qui est la sienne y compris dans l'ordre protocolaire du gouvernement, ce qui n'avait jamais été le cas dans l'histoire. Et c'est précisément pour nous symbolique, non seulement par la personnalité du ministre d'État, mais par la définition de ce ministère. C'est très symbolique du message qu'ainsi nous avons adressé à nos compatriotes d'outre-mer. Je suis heureux de saluer les ministres nombreux qui étaient là, de saluer puisque Mayotte était un grand sujet, les deux autorités majeures qui participent à cette entreprise de reconstruction de Mayotte, Monsieur le Préfet et Monsieur le Général Pascal Facon, et puis à chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs. Tout le monde se souvient de l'ouragan Chido et des dévastations qui l'a entraîné à Mayotte, de la situation extrêmement préoccupante qui a été créée par cet événement climatique, et le lien de Mayotte à la France que chacun connaît ici, les luttes qui ont été menées par les Mahorais et les Mahoraises, peut-être principalement par les Mahoraises, pour que Mayotte soit affirmée dans sa volonté d'appartenir à la République, sont évidemment un élément de plus de notre préoccupation sur ce sujet-là. Et donc tout le monde se souvient, l'ouragan Chido, c'est le lendemain même de ma nomination. Et donc vous vous souvenez aussi que le 30 décembre, à peine 15 jours après, à Mamoudzou, nous avons présenté aux représentants du territoire le plan Mayotte debout, comme on dit, un projet de loi d'urgence portant les mesures de soutien a été déposé le 8 janvier et il a été adopté à l'unanimité par les deux chambres du Parlement au début du mois de février. Mais nous sommes tous conscients qu'au-delà de l'urgence, il nous revient de reconstruire Mayotte, de refonder sur des bases solides un archipel où la vie sera, Monsieur le Préfet, équilibrée et où la promesse d'égalité sera tenue. Pour cela, nous sommes aussi tous conscients qu'il faut traiter les difficultés structurelles que Chido a mises à nu. La première de ces difficultés tient à la population, à la démographie, c'est-à-dire aux questions d'immigration illégale et incontrôlée qui déstabilisent profondément la population et l'état d'esprit de nos compatriotes à Mayotte. Faut pas oublier que si les choses continuaient à progresser au rythme actuel, en 2050, Mayotte serait 20 fois plus densément peuplée que le territoire hexagonal. Et donc c'est inacceptable, et donc nous intervenons de manière déterminée sur ce sujet. Et puis le deuxième grand sujet, ce sont les difficultés économiques et sociales. Le taux de chômage à Mayotte est de 37%. Les conditions d'habitat sont très profondément dégradées. L'état des équipements est difficilement soutenable puisque le réseau d'eau qui a été construit pour 150 000 habitants doit répondre maintenant
à une population de 320 000 personnes, c'est-à-dire plus du double de ce qui avait été prévu pour le réseau d'eau. Et donc, en comité interministériel des Outre-mer, cet après-midi, nous avons entériné la stratégie pluriannuelle sur 6 années, visant à traiter à la racine l'ensemble de ces problèmes. Et je remercie le général Facon pour le travail qui a été mené depuis le début de l'année sous l'autorité du ministre d'État pour définir cette stratégie. Cette stratégie s'articule très étroitement avec le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, qui vient d'être adopté par le Parlement. Les 2 textes qui proposent pour le premier des orientations et leur déclinaison opérationnelle, pour le second des dispositions législatives. Ces 2 textes agissent sur les mêmes problèmes avec les mêmes objectifs et le même ordre de priorité dans le temps. D'abord, traiter les difficultés transversales qui ont jusqu'ici ralenti le développement de Mayotte et en particulier l'immigration clandestine et le logement insalubre. Premier objectif majeur. Deuxième objectif, assurer la protection des Mahorais contre les 2 menaces qu'ils doivent affronter, l'insécurité d'un côté et les aléas naturels de l'autre. Troisième temps, garantir aux Mahorais l'accès aux biens essentiels que sont l'eau, l'alimentation et les soins. Quatrième temps, développement à long terme de l'île avec 2 orientations majeures, l'une en direction de la jeunesse mahoraise, en particulier pour se former et pouvoir un jour travailler à Mayotte, et l'autre, la structuration des filières économiques, notamment celles de l'agriculture, de la pêche et du tourisme. Pour donner corps à ces orientations, il faudra naturellement que le Parlement vote les crédits nécessaires dans le cadre de la loi de finances de 2026. Il faudra également un esprit de co-responsabilité, parce que nous savons bien que rien ne pourra se faire sans les Mahorais, les citoyens mahorais, au féminin et au masculin, sans les entreprises, les associations, les organismes consulaires et bien sûr les élus du nouveau département région, auquel le ministre d'État a l'intention de présenter sans délai la stratégie que nous avons adoptée. Pour susciter la confiance des Mahorais, et c'est un point essentiel, le plan que nous proposons devra faire l'objet d'un suivi rigoureux et continu. Parce que Mayotte a connu plusieurs plans dont les intentions n'ont pas toujours été suivies d'effet, faute de contrôle et d'évaluation. C'est pourquoi nous avons décidé que l'avancement de ce plan serait suivi chaque trimestre. Nous avons voulu cet après-midi prendre également arrêter également une stratégie contre 2 fléaux qui affectent avec une force particulière la vie quotidienne, non seulement à Mayotte, mais dans l'ensemble des Outre-mer. Le premier, c'est le coût de la vie, et le deuxième, c'est l'insécurité. La vie chère dans les Outre-mer est un combat quotidien, et nous connaissons la force des incompréhensions et des protestations sur ce sujet. Le gouvernement a donc préparé un projet de loi de lutte contre la vie chère qui sera examiné en Conseil des ministres à la fin de ce mois et présenté au Parlement à la rentrée. Ce projet de loi renforce le bouclier qualité-prix qui a été créé en 2012, notamment en accroissant les contrôles et en prévoyant des sanctions pénales en cas de non-respect. Sans attendre l'examen de ce projet de loi, nous avons décidé de prendre par voie réglementaire un certain nombre de mesures pour lutter contre la vie chère outre-mer que le ministre d'État va vous indiquer dans quelques minutes, si je suis bien informé. Enfin, avec la vie chère, l'insécurité représente le sujet le plus important à traiter dans un grand nombre d'outre-mer. Elle y est plus forte que dans l'Hexagone. Or, tous les Français ont droit au même niveau de sécurité et tout le monde mesure ce qu'est le risque qui provient de l'explosion des narcotrafics qui sévissent particulièrement aux Antilles, particulièrement en Guyane, en raison de la proximité de ces territoires avec les 4 premiers pays producteurs de cocaïne au monde. La loi de narcotrafic qui a été promulguée il y a un mois comprend des dispositions spécifiques aux Outre-mer, mais nous avons décidé aujourd'hui d'aller plus loin encore en renforçant considérablement le contrôle des approches maritimes et aériennes
et la coopération policière et judiciaire avec les pays voisins. D'autres mesures de lutte contre l'insécurité que le ministre d'État va vous les présenter dans un instant. Comme pour Mayotte, l'action que nous menons contre les problèmes les plus frappants outre-mer, la vie chère et l'insécurité, doivent être suivies de plans d'ensemble et de long terme, car pour nous, il n'y aura d'avenir pour l'outre-mer que s'il y a une visibilité, une vision pour nos concitoyens. Partant du bilan que nous avons effectué cet après-midi des mesures qui ont été mises en œuvre depuis le dernier comité interministériel des Outre-mer en juillet 2023, nous allons maintenant définir pour chacun des territoires d'outre-mer, une stratégie de développement. Ces stratégies feront l'objet, dans les prochains mois, d'un nouveau comité interministériel des Outre-mer. L'ensemble de notre action vise un but qui est absolument clair dans notre esprit et le sera dans l'esprit de nos concitoyens, tenir à l'égard des Outre-mer la promesse d'égalité constitutive d'une politique d'aménagement équilibré du territoire. Cette égalité est la première condition pour que les Outre-mer se sentent reconnus et qu'ils soient à part entière membres de notre République et participent pleinement dans un monde où les tensions et les rivalités deviennent critiques au rayonnement de notre pays. Et il faut aussi que cette politique à l'égard des Outre-mer, partagée par nos concitoyens, apparaisse comme suffisamment ambitieuse pour que se dessine pour chacun un avenir désirable. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais dire avant de céder la parole au ministre d'État. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Le hasard a bien fait les choses. Ce jeudi 10 juillet est un jour important pour les Outre-mer. J'ai commencé ma journée en recevant le rapport sur les conséquences des essais nucléaires, rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, essais nucléaires en Polynésie française. Je suis, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, déjà depuis une semaine totalement engagé dans les discussions, dans les négociations concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En vous quittant, je vais les rejoindre. Aujourd'hui, le Sénat a adopté définitivement, vous l'avez évoqué, le texte de loi pour la refondation de Mayotte que vous aviez annoncé vous-même sur ce territoire à la fin de l'année. C'est un succès pour le gouvernement et c'était attendu par les Mahorais. Et puis, nous avons en effet ce comité interministériel aux Outre-mer. Vous avez dit l'essentiel sur Mayotte. Je voulais d'abord vous remercier de la confiance que vous m'avez faite en me nommant à cette responsabilité et surtout de l'engagement, Monsieur le Premier ministre, que vous avez pris à l'égard des ultramarins à travers, vous venez de le souligner, le ministère d'État que je porte. Sur Mayotte, je ne redis rien de plus, sinon que nous avons mis en place progressivement les outils qui nous permettent la reconstruction, la refondation de ce territoire, avec 4 milliards d'euros engagés sur les prochaines années, et la nécessité maintenant d'obtenir des résultats. C'est ma tâche, c'est aussi évidemment la tâche du général Facon, qui est en charge de la mission interministérielle qui est ici au ministère des Outre-mer, avec la Direction générale des Outre-mer bien évidemment, et sur le terrain avec le préfet Bioville qui est ici parmi nous. Et je remercie de son implication et avec lui de l'ensemble des agents de l'État. Il faut aller vite, le faire bien et le faire de manière coordonnée, concertée et régulière, et la plus efficace possible et la plus lisible pour les Mahorais. Je dis un mot sur la lutte contre la vie chère, qui concerne en effet l'ensemble des territoires ultramarins. C'est une priorité de mon action politique, avec votre soutien, de celle du gouvernement. Là aussi, le comité interministériel acte des actions concrètes qui doivent améliorer rapidement et durablement la situation pour l'ensemble de nos compatriotes ultramarins. Et la vision, ce sont 5 mots-clés: concurrence, transparence, exigence, renaissance et bon sens. Concrètement, nous avons acté le plan complet et structurel avec une réponse législative, en effet, le projet de loi de lutte contre la vie chère qui sera présenté en Conseil des ministres le 30 juillet. Il renforcera le pouvoir d'achat,
améliorera la transparence dans la formation des prix, stimulera une concurrence loyale et soutiendra les filières locales. Ce travail, nous l'avons mené avec les parlementaires, les élus locaux, les forces économiques et sociales, et nous le poursuivrons jusqu'à l'automne avec la présentation et les débats autour de ce texte de loi. Nous le précéderons le 12 septembre d'ailleurs d'une journée complète avec l'ensemble des préfets et les acteurs économiques et sociaux ici pour continuer à consolider notre action. Mais sans attendre l'adoption de la loi, 3 décrets sont pris ce jour pour renforcer les observatoires des prix, des marges et des revenus, et pour renforcer, vous l'avez souligné, le bouclier qualité-prix. Et puis une circulaire est également adressée aux préfets pour les mobiliser encore davantage sur cet objectif et renforcer leur rôle de coordination et d'impulsion stratégique en matière de lutte contre la vie chère. La lutte contre la vie chère, c'est aussi répondre aux besoins des entreprises ultramarines et permettre aux entreprises de bénéficier des conditions de stabilité qui leur permettent de pratiquer les meilleurs prix. C'est la raison pour laquelle nous allons publier prochainement une circulaire visant à améliorer les délais de paiement public dans les Outre-mer. C'est un vrai sujet, reposant sur le déploiement d'outils opérationnels éprouvés dans certains territoires. Efficacité, rapidité, transparence là aussi. Et la lutte contre la vie chère, enfin, c'est l'adaptation des normes européennes aux réalités de nos territoires ultramarins. Nous en avons parlé également. Ces normes sont parfois une source inutile de contraintes. C'est pourquoi le CIOM a décidé d'intégrer les régions ultrapériphériques dans l'agenda européen de simplification et d'agir pour adopter la législation européenne et les textes européens. C'est un long travail qui nous attend, mais là aussi, il y a beaucoup d'attentes. Je n'y reviens pas. Le ministre Buffet a présenté l'ensemble des mesures que le ministre de l'Intérieur a préparé concernant la lutte contre le narcotrafic. Vous l'avez souligné, sous votre autorité, nous avons rappelé que c'est une cause nationale, c'est une cause de l'État, tant ces sociétés, notamment aux Antilles et en Guyane, menacent de s'effondrer face à la puissance du narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur se rendra cet été aux Antilles. Nous avons rappelé, déployé l'ensemble de l'action sur le contrôle des approches maritimes et aériennes des territoires, le contrôle des flux qui déstabilisent les territoires ultramarins, le renforcement de la coopération régionale, les moyens, bien sûr, humains, techniques, dans l'air, en mer, sur terre, qui sont nécessaires pour lutter contre l'ensemble de ce fléau. Et enfin, le comité interministériel d'aujourd'hui est le coup d'envoi d'une démarche davantage déconcentrée, dont les élus locaux, les parlementaires et les représentants de la société civile seront les moteurs. Des équivalents du comité interministériel aux Outre-mer seront organisés par territoire à partir de la rentrée de septembre. Ils permettront, selon une logique, celle que j'ai déjà présentée, notamment en Guyane, de démétropolisation et d'adaptation, de dégager des actions qui pourront être mises en place directement à l'échelle du territoire, que nous devons suivre régulièrement pour en améliorer l'efficacité. Elles permettront aussi d'adresser des demandes ou recommandations qui seront traitées dans le cadre du prochain comité interministériel à la fin de l'année au plan national et qui là associera l'ensemble des élus. Mais nous avons donné un certain nombre d'orientations pour gagner en priorité, en efficacité, avec des thématiques très concrètes. L'adaptation du changement climatique, c'est sans doute le grand défi de ces territoires ultramarins, c'est le grand défi évidemment de la planète. La coopération et le rayonnement régional, ces territoires doivent mieux se développer dans leur espace régional sur chacun des océans et rayonner par eux-mêmes. La lutte contre les violences intrafamiliales, c'est une des grandes préoccupations que nous avons. L'autonomie alimentaire, le soutien aux entreprises et bien sûr toutes les questions liées à la jeunesse, à la culture et la mémoire. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments qui complètent ceux du Premier ministre. Nous avons tenu cette réunion dans les salons qui portent le nom de Louis Delgrès, héros de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, mort sans capituler avec 300 combattants au Matouba en 1802, pour que vive la liberté. Ça, c'est l'inscription, le rappel de sa mémoire qui est placé dans la crypte du Panthéon où il repose. Il y a un besoin tellement puissant, Monsieur le Premier ministre, de considération, de justice, d'égalité, un changement de rapport entre l'Hexagone, l'État d'une part, et ces territoires, que nous devons beaucoup travailler. Avec un ministère d'État, cela donne une plus grande lisibilité, des moyens d'action supplémentaires, bien évidemment, de l'action. Nous en avons fait la démonstration aujourd'hui, donc nous allons poursuivre ce travail avec beaucoup de force. Et encore une fois, la preuve, en quelques mois, ce 10 juillet en est la démonstration. Les dossiers avancent, mais ça nous donne qu'une seule obligation, poursuivre de manière encore plus efficace et plus forte. En 6 mois. En 6 mois, Monsieur le Premier ministre.
Et j'ai entendu dire que le Parlement ne légiférait pas assez sur des textes du gouvernement. Je pense que ça n'est pas vrai. En tout cas, il y a déjà 2 textes concernant Mayotte qui ont été adoptés en quelques mois et un prochain qui arrive sur la vie chère. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.